Est-ce que vous aussi, vous en avez marre du monopole de Facebook et de Google? Est-ce que vous aussi, ça vous énerve de filer tous les jours des informations personnelles à de grands groupes américains qui vont les utiliser pour faire du business, genre « Merci de rentrer votre mail, s'il vous plaît, sinon tu n'accèdes pas à ce que tu veux ». Ça vous énerve? Eh bien, l'invité que nous allons recevoir va vous passionner. Il veut que ça change et il veut les faire raquer. Voici Gaspard Koenig. Bonsoir Gaspard Koenig, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous êtes écrivain, vous êtes libéral, vous êtes prof à Sciences Po et vous dites que Facebook, Google ou Amazon, eh ben, ce sont des voleurs. Pourquoi ce sont des voleurs, les trois? Ou plus? Oui, d'abord, j'ai rien contre leur existence, mais simplement, ils font beaucoup de profits avec nos données personnelles, puisque les 4 milliards de profits de Facebook par trimestre, si on parle de Facebook, viennent en grande partie, voire en totalité, de la pub. Et cette valeur publicitaire vient du fait qu'ils donnent accès à nos datas, à nos données personnelles, à travers Quand on parle de data, c'est quoi? C'est les mails? C'est les mails, c'est tout ce qui permet de vous qualifier comme individu dans vos goûts. Géolocalisation. C'est la manière dont vous allez, c'est la géolocalisation, c'est la manière dont vous allez déplacer votre souris sur l'écran, dont vous allez browser, dont vous allez sauter d'un site à l'autre. Tout ça, c'est un ensemble de données, plus vos données d'identité, c'est-à-dire j'habite là, j'ai tel nom, j'ai telle famille. Bon. Toutes ces données-là constituent des données personnelles qui constituent l'or noir du XXIe siècle, puisqu'on nous dit qu'elles atteindront 1000 milliards d'euros en Europe, la valeur de ces données, soit 8% du PIB, juste sur l'Europe. D'ici 2020. On parle juste de l'Europe. C'est que ces données ont énormément de valeur pour ces groupes. Et que le producteur primaire de la donnée, le producteur du pétrole, lui, qu'est-ce qu'il touche là-dedans? Rien. Il touche l'accès aux services, parce que ces services sont gratuits. Et finalement, on pourrait dire que ces données ont beaucoup plus de valeur que le service qu'il reçoit. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait se négocier. Aujourd'hui, ça ne peut pas se négocier parce que formellement, il n'y a pas de droit de propriété sur la donnée personnelle, sur la data. Elles sont considérées non patrimoniales. Et donc, si vous voulez, on est dans cette situation paradoxale où vous fournissez un produit, un contenu, où ensuite, les grands groupes les agrègent et eux peuvent les revendre parce que vous avez cliqué sur des conditions d'utilisation où souvent vous acceptez les fameuses conditions où voilà. on clique, il y a un texte énorme. Complètement léonine. Les conditions d'utilisation de PayPal font la longueur de Hamlet. Donc qui va les lire, qui va les comprendre et qui va aller les négocier en disant écoutez, je ne suis pas d'accord avec la clause 47B. Même au-delà de ça, une fois que ces données sont agrégées par les plateformes, tout d'un coup, elles sont soumises au droit de propriété intellectuelle, parce qu'on considère que le travail d'agrégation fait qu'elles deviennent, elles sont brevetables. Et donc ensuite, elles peuvent être revendues. Et le producteur primaire là-dedans, qu'est-ce qu'il touche? Rien du tout. Non, mais il a un service gratuit. Il y a un service gratuit, mais sa donnée vaut beaucoup plus pourrait valoir beaucoup plus que le service gratuit qu'il reçoit. Et par ailleurs, le droit de propriété, c'est pas seulement le fait de pouvoir se faire rémunérer. Le droit de propriété, classiquement, c'est usus, fructus, abusus. Usus, j'en fais l'usage que je veux. Abusus, je peux les détruire si je veux. C'est le droit à l'oubli, par exemple. Mais aussi fructus, je peux les faire fructifier si je veux. Et donc, si j'accepte que ces grands groupes utilisent mes datas pour me recibler par la pub, eh bien, à ce moment-là, il est tout à fait normal qu'ils me rémunèrent en fonction de la valeur de mes données. D'accord, mais alors du coup, c'est quoi votre modèle économique? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, ce que je veux, c'est que chacun d'abord puisse avoir à partir du moment où vous donnez un droit de propriété, vous pourrez avoir des contrats. Chacun pourra avoir un contrat. Chacun pourra avoir un contrat en disant moi, mes données de santé, par exemple, je veux bien les donner sans rémunération. Mes données de géolocalisation, je ne veux pas les donner du tout. Je les garde pour moi. Mes données quand je surfe, par exemple, sur des sites d'e-commerce, là, je veux bien les vendre à n'importe qui, puis vous pouvez me retargeter, vous pouvez les revendre à d'autres groupes publicitaires. Pas de problème. Et je vends ça combien? Eh bien justement, à partir de ce moment-là, il va y avoir un prix qui va s'établir en fonction des conditions que vous aurez rentrées dans votre contrat. Donc celui qui donne tout va recevoir de l'argent. Celui qui dit « Ah non, moi je donne rien, mais je veux quand même accéder au service », lui va devoir payer, c'est normal. Et entre les deux, tous ces flux de nanopaiements quotidiens, en fonction d'un prix de la donnée qui va s'établir. Aujourd'hui, c'est très difficile de l'évaluer. Et on essaye en fait, donc là on a fait un rapport dans le think tank que je dirige, juridique et technique sur la question. On va faire un deuxième rapport économique Alors, pour essayer de mesurer le prix de la data. Le rapport, il est sur le site qui va s'afficher, voilà, ici. Génération... C'est pas Google, mon site. Non, non, c'est pas ça. Génération libre.eu. Voilà. Et donc... Il n'y a pas un risque que ces applications deviennent payantes?
C'est-à-dire que chacun pourra négocier, alors probablement à travers des intermédiaires qui réuniront les utilisateurs, un peu comme pour le droit d'auteur, des sociétés de gestion collective. On dira, moi je ne cède pas mes données, donc par exemple je veux avoir accès à Waze sans donner mes données de géolocalisation, c'est normal que je paye Waze, parce que là je bénéficie d'un service alors que je suis freerider. C'est-à-dire que moi, à l'inverse, je suis chauffeur de camion, j'accepte de donner mes données de géolocalisation à Waze, j'ai pour la plateforme une énorme valeur. Donc là, si je le souhaite, c'est la plateforme qui me paye. C'est-à-dire que chacun pourra arbitrer lui-même entre son désir de vie privée et son confort, c'est-à-dire l'arbitrage qu'il souhaite faire avec ses biens de consommation. Julien ? Qui aspire aujourd'hui le plus de données? Qu'est-ce qui est plus dangereux? Une appli météo, quand je suis en vacances, je suis géolocalisé, ou une appli, par exemple, de rencontre sur laquelle on peut échanger énormément de données personnelles? C'est quoi, aujourd'hui, l'utilisation la plus dangereuse avec nos téléphones, nos ordinateurs? En fait, ça dépend de ce qui est marqué dans les conditions d'utilisation des différentes applis. Personne ne les lit, ces conditions. Mais par exemple, il y a beaucoup d'applis qui continuent à tourner, même si ce sont des applis qui paraissent très bénignes. Je vais prendre un exemple, d'ailleurs, c'est une appli qui permet de faire une lampe torche sur le téléphone, et donc pour s'éclairer. Et en fait, dans les terms and conditions de cette appli, vous cédez votre géolocalisation, y compris quand vous n'avez pas enclenché la lampe torche. Ça veut dire que, simplement pour bénéficier d'une lumière, cette appli même quand vous ne l'utilisez pas. Même quand vous ne l'utilisez pas. Elle tourne en fond sur le téléphone. Même si on a désactivé la géolocalisation. Alors justement, justement, ce qu'il faut faire, évidemment, déjà, il y a plusieurs manières de se protéger. Il faut notamment, effectivement, c'est un très bon réflexe que moi je fais constamment, c'est enlever la géolocalisation. Vous faites quoi, vous ? Par exemple, c'est des petites choses, mais on peut enlever la géolocalisation dans ses réglages de téléphone, ça c'est très important. Donc quand on en a besoin, on la met, puis après on l'enlève tout de suite. On peut aussi utiliser des sites alternatifs. Moi, je n'utilise pas Google, par exemple, j'utilise DuckDuckGo ou Qwant. Quoi ? DuckDuckGo, c'est comme Google, mais ça ne retient pas votre historique de recherche. DuckDuckGo. On est sûr qu'on sait rien. On l'écrit comment? Et pourquoi on ne le connaît pas, DuckDuckGo? Maintenant, ça y est, on a fait une énorme pub à DuckDuckGo en France. Vous n'avez pas d'argent dedans. Qui veut faire pareil? Non, je n'ai pas d'argent dans DuckDuckGo. Mais ça, à la rigueur, c'est un problème. Comment se protéger? Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller chercher des moyens alternatifs. Mais c'est aussi normal que ces grandes plateformes existent, qu'il y ait du partage, que Facebook donne, qu'on ait de la pub, il y a des gens qui en bénéficient. Ce que je veux simplement, c'est que les valeurs de marché soient rétablies et que le bénéficiaire premier de toute cette valeur, de cette manne, ça soit l'utilisateur et le producteur de data que nous sommes tous. Ce que vous voulez dire, Julien, c'est en gros, c'est quoi le plus gros risque pour nous tous, ici autour de la table, ici dans le public, pour ceux qui nous regardent, le plus gros risque, là? Le plus gros risque, c'est qu'on est dépossédé de notre personnalité et que notre personnalité est monétisée sans qu'on ait la possibilité de la contrôler. Et donc, vous allez finir dans un univers où vous n'allez plus recevoir à lire que ce que vous voulez lire, à entendre que ce que vous voulez entendre. Ça explique la bipolarisation de la vie politique parce que chacun reste dans sa bulle, ce que certains appellent le filter bubble, la bulle du filtre. Et donc, au lieu de garder l'Internet comme un espace ouvert qui permet justement la découverte, la rencontre, le partage, la vraie gratuité, Internet va devenir au contraire un espace extrêmement segmentant où chacun va être réassigné à sa petite identité dont il ne va pas pouvoir sortir et déposséder de sa valeur. Et donc ça, c'est assez grave. Mais les politiques qui vous écoutent ? Dans toutes les grandes périodes de disruption technologique et sociale, le droit de propriété a été un outil d'émancipation. Ça a été le cadastre pour donner la propriété de la terre aux paysans. Ça a été la propriété intellectuelle pour donner la propriété de leurs inventions aux créateurs du 19e siècle. Aujourd'hui, dans le monde numérique, c'est normal que ça soit la propriété de la data. Et ce sujet, il est encore marginal aujourd'hui, mais il monte. Aux États-Unis, il est porté par des chercheurs comme Jaron Lanier. Et les politiques, il y a un député LREM qui a dit qu'il allait se saisir du sujet et faire une proposition de loi. Il s'appelle Bruno Bonnell. Julien Drey propose une taxe. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit renaître les différentes écoles de philosophie politique sur ce sujet. Et face au même constat, ce que dit le socialiste, c'est taxe et redistribution. Donc je taxe tout d'en haut, et ensuite je redistribue à valeur égale. Ce que dit le libéral, bien sûr, c'est droit de propriété et rémunération en fonction de la valeur que chacun produit et du contrat que chacun aura conclu. Les souverainistes disent « Ah, mais non, souveraineté numérique, il faut que ça soit l'État qui récupère toutes les données, les anonymise et les redistribue. » Les sociodémocrates disent... Et vous, comment vous êtes libéral ? Moi, je suis libéral, ça c'est clair. Moi, je veux un droit de propriété sur ces datas pour pouvoir ensuite en faire ce que je veux, les monétiser ou non, et avoir un rapport contractuel direct via la blockchain sans avoir besoin de passer par l'État. Il y a un truc qui est étonnant, c'est que la CNIL n'est absolument pas d'accord avec vous, dit que c'est nul. Oui, la CNIL, d'abord, la CNIL, c'est l'esprit... Commission nationale informatique et liberté. Voilà, la CNIL, c'est l'esprit du nouveau règlement européen, le gouvernement sur la protection des données qui rentre en vigueur. Tout ça, c'est le même groupe de pensée. Et ce que disent ces gens je suis d'accord avec cette approche-là, ils disent qu'il faut des droits de la personne.
Pour ces droits de la personne, il faut des droits et des obligations. On va donner à la personne le droit à l'oubli, le droit à la portabilité, de récupérer ses datas. Et on va donner aux plateformes l'obligation de dévoiler leurs algorithmes, l'obligation de rendre les données. Tout ça, c'est très bien. C'est des droits de la personne, c'est des droits fondamentaux. Mais eux, ils disent, ah oui, mais nous, on fait que des droits, mais on ne veut pas que le marché se mette dessus parce que l'argent, c'est sale. C'est quand même un peu ça, le raisonnement. Alors que, de facto, l'argent, il est déjà là parce que nos données sont déjà monétisées par ces groupes. Et c'est là que le bas blesse dans leur raisonnement. Et nous, on dit, en fait, tout ce que vous faites, c'est très bien. Puisqu'il est là, on le récupère. On n'est pas en opposition. Mais maintenant que vous avez fait la portabilité qui permet à chacun de récupérer ses données, mais l'étape d'après, c'est d'en faire un droit patrimonial. Il y a quelque chose qui les gêne là-dedans parce qu'ils ont l'impression aussi que, d'une certaine manière, on va finir par se rendre juridiquement propriétaire de nous-mêmes, alors que le sujet de droit est considéré comme indisponible. Et pour moi, c'est un vieux reste de judéo-christianisme qui fait que le corps ne nous appartient pas, il appartient à Dieu, c'est Saint Paul. Ah, vous allez loin. Et je pense que c'est là. Quand vous regardez ces textes, eux-mêmes. Enfin bon. Et donc la logique de la modernité, c'est d'aller jusqu'au bout du raisonnement de l'immanence et de dire je me possède moi-même. Donc je possède les données qui sont issues de moi. Et ensuite, j'en fais l'usage que je souhaite, encore une fois, marchand ou non. On fera un point bientôt, vous reviendrez nous en parler. Et merci Gaspard Koenig. Et vous êtes également l'auteur de ce livre qui est super, qui est Time to Philo, et c'est chez Larousse. Merci Gaspard.